Le vrai nom de prochain poste, c'est Weissmann. Weissmann. Voilà, c'est ce qui me semblait. Le président sur quoi, mon Dieu? Réfléchissez à ce que ça veut dire. Je vous en prie, madame. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de Du Ah, Beslan. Bon, un peu de silence, s'il vous plaît. Alors Beslan, bon là aussi, regardez sur Stop Russophobie, et puis regardez aussi sur le site de Solidarité Enfants de Beslan. Là, vous aurez tout. Il y a même une vidéo que j'ai faite d'ailleurs sur Beslan avec des témoignages des enfants rescapés. J'ai fait ça il y a quelques années, là-bas, sur place. Donc, ça vous donnera une atmosphère. Beslan, ce qui s'est passé, c'est que c'est en fait une affaire beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. C'est un acte terroriste qui a ouvert le siècle, on peut dire, avec une issue horrible, puisqu'il y a eu 187 morts, dont, je me souviens plus, 87 enfants, je crois. C'était le jour de la rentrée des classes à Beslan, qui est donc dans la République d'Ossétie, ou Alania, puisque les Ossètes sont en fait les descendants des Alains, dont vous avez dû entendre parler. Oui, on est d'une génération qui a fait de l'histoire au lycée, donc vous savez ce que sont les Alains, qui étaient notamment recrutés par l'armée romaine pour garder le mur d'Adrien, et qui se sont installés, qui étaient en garnison ici à l'ouest de la France. Des villes comme Alençon, Allain avec 2 L, c'est des villes qui gardent justement la toponymie en raison de la présence des Alains. Donc ces Alains sont aujourd'hui des Ossètes, Ossètes étant le nom géorgien des Alains, qui sont donc pas des Russes, mais qui sont ceux qui sont dans la ville de Vladikavkaz, Vladikavkaz étant la capitale justement de cette région du Caucase du côté russe, de ce côté-ci du Caucase, et qui contrôle, on peut dire, toutes les routes qui passent dans le Caucase, avec toutes ces républiques très compliquées, avec des tas de nationalités. Bref, je m'arrête aux faits eux-mêmes. Un groupe de terroristes, on ne sait pas exactement combien, qu'on a appelé des héros tchétchènes dans la presse occidentale, et qui, selon cette presse occidentale, n'aurait tué personne dès le début, puisque c'est Poutine qui est venu assassiner les enfants à la fin de la prise d'otage, qui a quand même duré 2 jours. En fait, ces terroristes donc prennent en otage un peu plus de 1200 personnes dans un préau, avec une chaleur épouvantable. C'est le sud quand même. Il fait vraiment très chaud, début septembre. Et il commence à massacrer des gens, notamment il y a un professeur d'origine grecque, il y a un père d'élèves qui essaie de calmer les gens qui voient ces gars armés, barbus, avec des bonnets ou des cagoules. Et une fois que le père de famille a calmé tout le monde, le chef des terroristes, qu'on appelle le colonel, que les gosses appelaient les bandits, le chef des bandits, dit: alors tu as fini, ça y est, ils sont calmés? Et le père dit oui, oui, et il le tue d'une balle dans la nuque devant tout le monde, y compris des gosses qui étaient venus là pour la première fois à l'école. C'est-à-dire vous avez des mômes de 4 ans, 3, 5 ans, etc. Enfin, c'est l'horreur totale. Tout ça dure pendant 2 jours. Les enfants n'ont pas le droit de boire. Ils en arrivent à faire pipi dans leur linge et à l'essorer pour arriver à boire un peu. Et puis, les terroristes tuent 12 pères de famille. Ils vont à l'étage. Ils les précipitent, ils les tuent en les précipitant par une fenêtre de l'étage. Ils tombent devant le préau. C'est des bâtiments comme ça en L. Ces cadavres commencent à se décomposer à la chaleur. Tout ça devant les mômes, puisqu'il y a des fenêtres. Le docteur Rochal, qui est un médecin qui est fait du Médecins sans frontières,
pédiatrique et un ancien député et ministre de la République voisine d'Ingouchie. Parce qu'en fait, ces terroristes sont en majorité non pas des Tchétchènes, mais des Ingouches. Alors ça, je peux vous repasser toute une nuit, si vous voulez, à vous expliquer quelles sont les différentes nationalités du Caucase, mais il y en a quand même plus de 150, alors ça risque de prendre du temps. Mais les Ingouches, en tout cas, il y a une vieille hostilité entre les Ossètes et les Ingouches. Il y a même eu un conflit armé en 91-92, et donc c'est pas par hasard que ce sont des terroristes Ingouches qui ont été choisis pour faire cet acte-là contre les Ossètes. Bien évidemment. Il y a une raison. Et donc, les Dr Rochal et l'ancien Premier ministre Ingouche arrivent à négocier avec les terroristes pour que on vienne enlever les cadavres de ces pères de famille. Et c'est au moment... donc c'est... les secours viennent relever les cadavres de ces pères assassinés, dont, encore une fois, la presse française ne parle pas. Hein. Et c'est à ce moment-là qu'on entend une énorme explosion. D'après les gosses que moi j'ai interrogés, c'est une des bombes qui était accrochée sur des panneaux de basket dans le préau, qui étaient attachés par des espèces de rubans adhésifs et qui étaient maintenus par une pédale qu'un terroriste appuyait, quoi. Et que c'est ça qui aurait sauté. Ça, c'est ce que me racontent les enfants que j'ai interrogés. Des journalistes de Beslan, Ossète, que j'ai interrogés aussi, disent on ne sait pas bien d'où est venue l'explosion, ou de l'intérieur, où il y avait peut-être un des pères de famille dont les enfants étaient dans le préau, qui était autour, parce qu'il y avait quand même un bon désordre dans tout ça, qui a peut-être tiré une roquette qui est tombée sur le plafond, sur le toit du préau, et qui a explosé très très fortement. C'est des bombes à effet sonore très élevé, vous savez. Et puis après, ça aurait fichu le feu au toit en plus. Je ne sais donc pas comment ça a démarré l'explosion. En tout cas, ce n'est pas un assaut organisé, contrairement à ce qui a pu se faire en TB, ou ce qui s'est fait au théâtre de Moscou, peu avant d'ailleurs, un an avant, où effectivement les forces de l'ordre ont pris d'assaut le théâtre. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, et tous les témoignages disent bien que les militaires étaient en train de préparer un assaut. Quand ils ont entendu l'explosion, que ça a fait sauter les vitres, les gosses se sont mis à courir, à sauter par la fenêtre, c'était au rez-de-chaussée, hein, à sauter par les fenêtres pour aller vers le robinet, qui est encore là d'ailleurs, et où l'eau coulait en permanence parce que c'était mal réparé. Donc. Et ils voulaient aller boire, tout simplement. Et les gosses, en se précipitant pour courir, les terroristes se sont mis à leur tirer dans le dos. C'est là qu'ils ont tué beaucoup d'enfants. Et là, des militaires et des policiers russes sont intervenus en ne mettant même pas leur gilet pare-balles pour les défendre. Et les combats ont duré, ont duré toute l'après-midi. Ça s'est passé à 13h, très exactement, l'explosion. Ça a duré jusque vers 17-18 heures. Et c'est là qu'il y a eu, effectivement, vers 16 heures, seulement vers 16 heures, qu'il y a eu des véhicules blindés, notamment dont un qui a tiré contre des terroristes qui étaient à l'étage. Il y a eu 2 ou 3 coups de canon, enfin de canon ou de petits canons, qui ont été tirés, hein, c'est tout. Pour la presse française, c'est Poutine a tiré au canon sur les enfants retenus en otage, quasiment par lui-même. On est dans une... C'est pire que ça. C'est une des désinformations les pires. Qu'est-ce qui était prévu en fait? C'est que les Ossètes, alors, avec les lois du Caucase, la loi du sang, n'oubliez pas,
La Vendetta corse à côté, c'est pas grand-chose. Hein. Ça dure des générations là aussi. Il était prévu que les Ossètes, compte tenu de leur hostilité et de leur inimitié avec les Ingouches, jusqu'à aujourd'hui, l'aéroport de Vladikavkaz, qui est tout près de Beslan d'ailleurs, il y a des vols le matin et des vols de l'après-midi pour aller à Moscou. Ceux du matin, c'est les Ossètes, ceux de l'après-midi, c'est les Ingouches. C'est vous dire, hein. Ils sont copains, les mecs. On espérait que les Ossètes allaient attaquer les Ingouches, que ça allait faire, avec la Tchétchénie qui était encore en guerre, hein, que ça allait faire un grand capharnaüm de massacres et qui allait permettre l'intervention d'une force internationale. Au point que quelques jours plus tard, visiblement les conseillers ne sont pas arrivés, à Istanbul, il y a eu demande de l'introduction d'une force internationale dans le Caucase. Il est bien évident que les terroristes avaient été aidés et financés par l'Arabie Saoudite, et là aussi des conseillers de la CIA, et malheureusement aussi des conseillers français et britanniques. Bon, pas les terroristes, en tout cas sur les Tchétchènes et la guerre dans le Caucase, on sait qu'il y a eu plusieurs interventions comme ça de services occidentaux. Donc on n'a vraiment pas contribué à désamorcer les choses. Ça, je vous parle là du début des années 2000, hein, juste après l'arrivée de Poutine au pouvoir. Et c'est comme ça aussi, parce que dans un incident précédent, il y avait une prise d'otage, cette fois-ci par des Tchétchènes, et là aussi, on aime citer, vous vous rappelez, la phrase de Poutine disant on ira les buter jusque dans les water. Eh bien, dans les chiottes, si vous préférez. Le mot russe, c'est sortir. Eh bien, pourquoi il a dit ça? C'est que on était en train de lui rapporter donc les choses. Je vous dis, il était président depuis peu. Hein. Et je ne sais même pas d'ailleurs s'il n'était pas encore Premier ministre seulement en fonction de président. Je crois que c'était même pas. Il était déjà élu, oui. Bon, d'accord. Et donc, on lui dit, voilà comment ça se passe. Et là, vous vous rendez compte, ils se sont réfugiés dans les toilettes. Et il répond, eh ben, on ira les buter jusque dans les toilettes. Mais c'est, encore une fois, dans le moment, dans le déroulement. Alors, à l'époque, ça a choqué terriblement, vous vous rendez compte, quelle brute, l'horreur, etc. Enfin, encore une fois, il réagissait sur le moment. En fait, au niveau de l'opinion russe, ça lui a assez servi. Et je pense qu'aujourd'hui, si on remettait les choses dans le contexte, c'est sans doute une réaction qui plairait plus même à une opinion occidentale que le fait de dire « Ah, même pas de haine, on va aller mettre des bougies pour ce que nous, on nous sert à chaque fois qu'on se fait massacrer. » Donc là, bon, ben voilà, c'est une différence de réaction, je dirais. Mais tu as fait un film là-dessus. Sur Beslan, oui, c'est ce que je dis, vous l'aurez sur le site Solidarité Enfants de Beslan. Vous êtes journaliste à quel journal? J'ai travaillé pendant 30 ans à l'AFP et maintenant je suis en freelance. Freelance, c'est un mot anglais. Tu vois, il ne connaît pas ces mots-là. Vous êtes pas. Mais j'ai travaillé, je vous dis, j'ai fait quand même pas mal de journalisme international pour une agence de presse. Donc vous pouvez écrire dans n'importe quel journal? Oui. Oui, oui. Et vous écrivez dans n'importe quel journal? Ceux qui me commandent quelque chose, quoi. Et monsieur... Mais par exemple, voilà, le fake news. Si vous regardez sur Internet, depuis 3 ans, je suis toujours en tête, d'ailleurs, avec des articles qui sont dirigés contre moi, où on m'accuse d'être agent poutinien, d'être l'horrible machin, et notamment, on m'accuse de recruter pour des organes de presse poutiniens. Ça, c'est un recuptible qui a fait ça. Alors, l'ennui, c'est que je ne travaille pas pour un organe de presse russe, quel qu'il soit. Donc, qu'ils soient poutiniens ou pas poutiniens, je veux dire. Non, mais ils m'interrogent, hein, des fois. Ils me téléphonent, ils me demandent des interviews, des choses comme ça. Mais c'est gratos, hein, c'est pas... C'est du travail d'expert, c'est pas du travail de journaliste. Enfin, journaliste aussi, quoi, si vous voulez. Mais en tout cas, je n'ai pas été DRH, je n'ai jamais recruté qui que ce soit,
Et je ne travaille pas pour les organes pour lesquels on m'accuse d'avoir essayé de recruter. C'est un monsieur qui s'appelle Anthony Bélanger, que vous voyez abondamment à la télévision, sur BFM, sur machin, et qui alors glose sur l'international, etc. Et effectivement, on s'est rencontrés lors d'une... où il y avait deux jeunes femmes russes, qui effectivement voulaient recruter ou proposer des boulots à des journalistes français. Et moi, j'étais un des candidats. Donc voilà, je me suis retrouvé à recruter. S'il vous plaît, l'histoire de l'avion qui a été buté au sud de l'Ukraine, vous pouvez Ouais. dire brièvement l'histoire? Alors je vous dis, regardez aussi sur Stop Russophobie, c'est un avion, c'est un Boeing qui était plein, hein, il y avait 295 personnes à bord, qui allait de La Haye à Kuala Lumpur, et qui a été abattu au-dessus du Donbass, alors que c'était une zone de guerre où il y avait des combats. Donc l'Ukraine n'aurait jamais dû les laisser passer par là. Il y a des tas de questions qui se posent, notamment pourquoi les aiguilleurs du ciel ukrainiens ont dévié sa route et lui ont demandé de se rapprocher du Donbass, alors que logiquement ils auraient dû lui demander le contraire. Pourquoi les aiguilleurs du ciel qui ont fait ça, ou qui ont noté les déplacements et les échanges avec les pilotes, ont disparu. Il y avait notamment un aiguilleur du ciel espagnol. Il a disparu. On ne sait pas où ils sont passés. Et quand on demande à essayer de les voir, on ne sait pas. Les Ukrainiens disent qu'ils ne savent pas. C'est assez étrange quand même. Hein. D'autre part, on ne savait pas très bien si c'était un missile Buk. Alors, on a dit, c'est un missile Buk. Alors le missile Buk, effectivement, il a 10 000 mètres d'altitude, le Boeing. Donc c'est pas n'importe quel missile qui peut l'atteindre, mais ça peut être aussi un avion, de chasse notamment. Mais bon, a priori, admettons que c'est un Buk. Donc c'est un missile qui est allé, qui a explosé et qui a abattu l'avion. La commission occidentale, où les Russes sont refusés, à laquelle les Russes, dès le début, ont livré des tas d'informations, notamment ce qu'ils avaient capté à Rostov, des échanges entre l'avion et la Terre, les aiguilleurs du ciel. Donc des choses qui étaient infalsifiables, enfin, ils les ont données dès les premiers jours. Hein. Tout ça n'a pas été pris en compte. Rien du tout. Et elle a fait une reconstitution, ils ont mis 2 ans à la faire, hein, cette reconstitution, uniquement en partant d'une seule hypothèse d'explosion du missile, une seule hypothèse d'explosion, c'est-à-dire devant l'avion, je crois, ou sur le côté de l'avion, je ne sais plus, hein. C'est expliqué aussi dans Stop Russophobie. Et il se trouve qu'ils l'ont fait d'une manière uniquement virtuelle et électronique. En revanche, le fabricant de ces boucs, qui s'appelle Almaz-Antey, eux, ils ont refait une reconstitution en ramassant les morceaux de l'avion qu'ils ont pu reconstituer, évidemment avec des trous, etc. Ils ont étudié, puisqu'ils connaissent que c'est eux qui ont fabriqué des boucs, tout ça est de la fabrication soviétique, hein, d'il y a 20 ans. Et il se trouve que les impacts dans l'avion, sur la carlingue de l'avion, ne correspondent pas à ce que dit la commission occidentale. Et ils l'ont signalé. Et ils l'ont refait 2 fois. Et ils ont pris les différentes hypothèses d'explosion du missile. Alors, en plus, ils ont trouvé sur le missile le numéro. Alors, c'est très amusant parce que la commission, là, qui a lancé son accusation le jour où Macron allait à Saint-Pétersbourg, ils ont montré un soi-disant morceau de missile qui aurait été récupéré. Le numéro qui est dessus, c'est un numéro qui est déclassé dans l'armée russe depuis plusieurs années. Et au bout d'un moment, on ne peut pas utiliser les missiles, il paraît, parce que ça devient dangereux, ça risque d'exploser, il peut y avoir des mélanges là, de je sais pas quoi, enfin de vieillissement des carburants, de l'explosif, etc. Et ces missiles ne sont utilisés que dans l'armée ukrainienne. N'oubliez pas aussi que les Ukrainiens ont déjà abattu un avion. Alors cette fois-ci, c'était par erreur. Cette fois-ci, la vraie question, en fait, sur le MH17,
c'est est-ce que c'était la même erreur que l'avion qui avait été abattu au-dessus de la Crimée en 2002, je crois, ou 2003, qui reliait Tel Aviv à Novosibirsk. Cet avion-là avait été abattu lors d'un entraînement de l'armée ukrainienne. Ils savaient pas bien se servir des boucs. C'est très compliqué, en fait. Hein. C'est-à-dire, quand ils ont accusé les partisans du Donbass, c'était un truc complètement ridicule. Hein. Il faut 3 points pour arriver à tirer des boucs. Il faut du radar, des calculs, et puis la mise à feu. C'est évident que les gens du Donbass, ils n'avaient pas tout ça. Hein. C'est pour ça qu'ils ont accusé les Russes maintenant. Encore une fois, on ne sait pas pourquoi les Russes. Mais ça ne tient pas debout, puisque eux-mêmes ont fourni la preuve que ce n'est pas les Russes, puisque le numéro du missile qu'ils disent être celui récupéré près de la carcasse de l'avion, ça montrerait que c'est l'armée ukrainienne. Dans l'affaire de Novosibirsk, de l'avion Tel Aviv-Novosibirsk, ils ont essayé, là aussi, de nier les Ukrainiens. Et puis, ils n'ont pas pu. Au bout d'un moment, parce qu'il y avait quand même des assurances, ils n'étaient pas très contents de payer pour les Ukrainiens. Les Ukrainiens n'avaient pas dû payer l'assurance, tout bêtement. Hein. Donc, il a fallu que les dédommagements soient payés par l'Ukraine. Mais ils ont mis du temps à reconnaître. Hein. Encore une fois, là, c'était une erreur. Et c'est vrai que c'était une erreur. Cette fois-ci, la vraie question, c'est est-ce que c'était une erreur ou est-ce que c'était fait exprès? Parce que n'oubliez pas que c'est un des prétextes des sanctions anti-russes. Est-ce que c'est Soros Qui aurait abattu l'avion? Qui finance tous ces gens qui ont disparu, qui étaient aux commandes de... Oh non, là je pense que c'est plus grave que ça. Hein. Non, ça a été... Les globalistes, c'est pas les globalistes qui veulent justement garder Poutine à part, comme Trump à part, parce que tous les deux sont contre le globalisme. Si vous voulez, c'est sans doute l'armée ukrainienne qui a abattu cet avion. Je ne sais pas si c'est par erreur ou si c'est une manœuvre délibérée. Si c'est une manœuvre délibérée, il est sans doute certain qu'il y a peut-être eu des conseillers, effectivement, venus des États-Unis. Mais vous savez, par exemple, vous avez des conseillers, regardez, même l'affaire de l'Irak. Lorsque Saddam Hussein a demandé à l'ambassadrice américaine à Bagdad, est-ce que je peux y aller parce que le Koweït est en train de me pomper du pétrole, est-ce que je peux y aller sur le Koweït? L'ambassadrice a répondu d'une manière très ambiguë. Et Saddam Hussein a compris qu'il pouvait y aller. Et puis juste après, le gouvernement américain a dit non, salaud, il envahit le Koweït et hop, on a fait la première guerre du Golfe. C'est pareil avec Saakashvili. Saakashvili, apparemment, il a demandé aussi aux Américains est-ce que je peux y aller. Et ceux qui lui ont répondu, mais vous ne savez pas bien qui. Enfin, les officiels sur place, en tout cas, lui ont dit oui, vas-y, c'est bon, on va voir ce que va dire l'ours. Est-ce qu'il va réagir ou pas? Les Israéliens qui entraînaient des soldats géorgiens au même moment ont dit à Saakashvili, n'y va pas. Et ils ont évacué tous les conseillers israéliens la veille de l'attaque de Saakashvili contre l'Ossétie du Sud. Ils les ont évacués. Les Américains, eux, ils ont dit oui, puis après ils ont dit que c'était pas eux, et puis il n'empêche que pendant la guerre, quand les Russes sont intervenus pour protéger les Ossètes, là, et pour venger leurs hommes qui avaient été tués, donc en force d'interposition, les Américains sont intervenus pour couper toutes les communications aux Russes. Et il faut bien dire que les Russes avaient à ce moment-là les mêmes fréquences que les Géorgiens, parce que c'était encore de l'héritage soviétique. En plus de ça, l'armée russe n'a pas été au niveau du tout. C'était pas très bon hein, ce qu'ils ont fait. Il a fallu qu'ils fassent intervenir des troupes d'élite pour en finir avec les troupes géorgiennes qui étaient en Ossétie. Et ils ont ordonné à leurs troupes d'avancer jusqu'à ce qu'on leur dise d'arrêter. Et ça, j'ai 3 témoignages hein, là-dessus. Et les Russes, l'armée russe a avancé effectivement, les véhicules russes. Et comme ils n'avaient aucune résistance, si vous voulez, en Géorgie, ils sont arrivés en Géorgie, ils sont arrivés dans la banlieue de Tbilissi carrément. Hein. Et là, ils se sont dit, mais attendez, comment ça se fait qu'ils nous disent rien, ils nous disent pas d'arrêter, alors que, quoi, est-ce qu'il faut qu'on attaque Tbilissi? Est-ce qu'il faut qu'on prenne Tbilissi?
Alors, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont été obligés de faire. Ils n'avaient pas de communication, ils n'avaient plus de communication. Les Américains coupaient tout. Ils se sont arrêtés à une pompe à essence pour faire le plein pour leur auto blindé et tout ça. Et ils ont demandé aux pompistes un téléphone portable pour téléphoner à l'état-major pour savoir ce qu'ils faisaient. Vous vous rendez compte? Et les gars à l'état-major disaient « Heureusement que vous téléphonez, oui, oui, il faut que vous arrêtiez, il faut que vous arrêtiez. Non, 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 on n'allait pas plus loin. » Alors ils disaient « Bon, bah d'accord, on revient alors. » Surtout pas. Surtout pas. Vous restez sur place parce que si vous revenez, ils vont nous faire le même coup qu'au Kosovo ou en Yougoslavie, où ils vont soi-disant faire un massacre ou je ne sais pas quoi, pour justifier des bombardements, une intervention, etc. Ils vont nous faire une provocation. Donc surtout pas. Nous attendons des témoins, observateurs internationaux de l'OSCE ou autre chose, ou de l'ONU. Évidemment, ceux, encore une fois, parmi les faucons américains, ne voulaient surtout pas et voulaient que les Russes tombent dans le piège et reculent sans observateurs internationaux, de façon à pouvoir monter une provocation, qui d'ailleurs a été faite avec Bernard Lévy, qui est allé là-bas, vous vous rappelez, et qui a écrit dans Le Monde toute une page sur la façon dont les Russes ont détruit la Géorgie, ont mis le feu partout, etc., au point que les gens de l'OSCE qui étaient avec lui dans la voiture ont dit « Mais c'est pas vrai, où est-ce qu'il a vu tout ça ?» Mais c'était déjà préparé. Et Le Monde a refusé de faire un démenti. Alors que on leur a demandé, il y a des gens qui ont écrit en demandant un démenti. Non, Le Monde n'a pas fait de démenti. Le médiateur a dit « Oh, c'est pas possible, non, vous savez, vous comprenez, non, on ne comprend rien du tout. C'est pas grave. » Bernard-Henri Lévy l'a fait. Ce qui a permis aux Russes de reculer et d'évacuer. Vous vous rappelez ce que c'était? Ben, c'était que Sarkozy, à ce moment-là, prenait la présidence de l'Union européenne et qui voulait se mousser, qui voulait jouer un rôle international. C'était Medvedev qui était président du côté russe. Alors, ils étaient à la même hauteur, c'était bien. Ils sont allés, Sarkozy va en Russie. Et on nous présente les choses en disant Sarkozy va se fâcher, hein. Et puis il va dire aux Russes que c'est très très mal ce qu'ils font et qu'il faut qu'ils se retirent absolument. Il va voir Medvedev qui est déjà avec Poutine, qui est rentré de Pékin pas content. Mais ils reçoivent Sarkozy avec plaisir. Et là aussi on est gagnant-gagnant. Sarkozy se mousse, il dit ça y est, j'ai arrêté les Russes, puis j'aurais tout dit, hein. Et Medvedev et Poutine ont écouté Sarkozy en disant « Oui, vous avez raison. Ben écoutez, on va arrêter, puis on va se retirer. Mais simplement, vous nous fournissez des observateurs internationaux pour nous aider à nous retirer. » Oui, d'accord. Les Américains n'ont jamais pardonné ça à Sarkozy. Espèce de con s'est fait avoir par les Russes. Mais lui était très content. Il va à Tbilissi voir Saakachvili, qui est en train de bouffer sa cravate, là, vous savez. Et tellement il avait les jetons, effectivement. Et il explique à Saakachvili, moi ça y est, j'ai arrêté les Russes, c'est bon, là, vous êtes tranquille, vous avez gagné. Non, simplement, on va attendre quelques observateurs de l'OSCE, de l'ONU, et puis ils vont raccompagner les Russes, qui vont se retirer, vous avez gagné, hein, vous pouvez considérer. Saakachvili n'est pas sûr qu'il a vraiment gagné, mais enfin bon, il fait semblant. Tout le monde est content. Oui, on a arrêté les Russes, on a arrêté les hostilités. Sarkozy, ben, c'est pas rien quand même. Président de l'Europe, dès le début, il arrive à un succès diplomatique fabuleux. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Et effectivement, les observateurs de l'OSCE se retirent avec les troupes russes qui reculent jusqu'à l'Ossétie et se mettent sur la frontière ossète. Et là, la Russie est obligée de reconnaître l'Ossétie du Sud, qu'elle ne voulait pas reconnaître, hein, et l'Abkhazie. Bon, voilà, hein, mais vous voyez, des aspects quelquefois de l'histoire qui sont quand même assez importants et qui tiennent à pas grand-chose finalement. Enfin, pas grand-chose, c'est pas rien quand même, parce que les forces armées américaines sont arrivées à couper les communications. Ça a servi de leçon aux Russes. Et depuis 2008... Ils voulaient voir comment allait réagir l'ours. C'était la première fois que la Russie se défendait depuis la perestroïka. C'était la première fois. Ils voulaient voir jusqu'où ils pouvaient aller. Et donc, ils laissaient Saakachvili se lancer dans ce truc. Si les Russes restaient immobiles en disant « on va mettre des bougies, on va faire des marches blanches »,
C'était bonheur, il gagnait. Et on pouvait continuer, vous voyez. Après, on pouvait s'attaquer à l'Abkhazie, après, on pouvait s'attaquer à la Transnistrie, etc. Là, malheureusement, ils vont s'attaquer à la Transnistrie, là. Enfin, il y a des chances. Ben, on va voir. C'est dans quelques jours. Hein. Vous inquiétez pas, vous n'aurez pas longtemps à attendre. Ce sera pendant la finale ou quelque chose de ce genre. C'était déjà en 2008, hein. C'était déjà en 2008, c'était déjà Obama. C'était 2008, c'était les Jeux Olympiques de Pékin. C'était la fin Clinton ou Obama déjà? C'était Obama? C'était déjà Obama. C'était Obama. Est-ce que c'est là que Sarkozy s'est fait engueuler par Poutine? Non. Non. Mais il s'est pas fait engueuler en fait. Hein. Parce qu'il y a un Ça, moment, c'est des conneries d'un des mecs qui fait aussi du fake news, qui est un gars qui a tourné au Moyen-Orient, qui a été chez les islamistes, les plus subventionnés par les Américains d'ailleurs, où il a fait un film, il avait oublié un film chez les islamistes, il y retourne, il le garde soi-disant en otage, il tue les journalistes américains, mais lui, il ne le tue pas. Et alors on y a droit, je ne sais plus son nom. Hein? Ah non, je me souviens pas. Il a fait un bouquin sur, là aussi, les agents de Poutine en France, etc. Où je suis cité, bien évidemment. Hein. Alors là, lui, c'est encore plus con que la fille de Rennes. Là. Ça tient. Enfin, il n'est pas du tout spécialiste de ça. On sent quelquefois que c'est traduit de l'anglais. Enfin, c'est vraiment, c'est pas bon, quoi, hein, comme bouquin. Hein. Bon, voilà. Hein. Mais c'était un moment où ils y allaient et ils mettaient la gomme. Sur justement la propagande contre, si vous voulez, pour essayer de discréditer toute source d'information qui était alternative par rapport au torrent que vous avez à subir et que nous avons à subir en permanence, quoi. Qu'est-ce qu'il faut penser de la journaliste pro-tchétchène, la Anna Politkovskaya? Politkovskaya, vous voulez dire? Oui. Ah ouais, mais c'est encore, ça sent la naphtaline. Hein. La journaliste qui s'appelait Politkovskaya, c'était une journaliste, mais c'était surtout une militante, hein, quand même. Mais bon, il n'empêche qu'il n'y a pas de raison d'assassiner une militante. Hein. Mais c'était plus une militante qu'une journaliste, hein, quand même. Hein. Non, enfin, une journaliste n'a pas à faire des déclarations du style « Je rêve de l'assassinat de Kadyrov ». Elle n'a pas à dire des choses comme ça. C'est pas le boulot d'un journaliste. Ça peut être le boulot d'un militant, d'une conviction de militante, etc. Pas vraiment d'une journaliste, quoi. Oui, malheureusement, il y a eu plusieurs journalistes en Russie et en Ukraine encore plus aujourd'hui, hein, qui ont été assassinés. Oui, ça c'est vrai. Hein. Donc c'est hein? Non. En Ukraine. Oui, là, il y en a eu plusieurs, là, mais notamment Bouzina, qui est un grand intellectuel en plus, un écrivain, qui a été assassiné. On n'en a pas dit un mot ici. De même qu'on n'a presque pas parlé des morts d'Odessa, hein, n'oubliez pas. Hein. Les gens qui ont été brûlés vifs, quand même, dans la maison des syndicats à Odessa. Hein. Et même, il a fallu qu'il y ait un gars ici, un documentariste français d'origine portugaise, qui a fait un film. Un an après, il découvrait qu'à Odessa, il y avait eu 50 personnes tuées et brûlées vives. Il a présenté ça comme un scoop, ce qu'on appelle, hein, en journalistique, alors que quand même ça faisait un an qu'il y avait des images sur Internet. Mais la presse française avait fait un quasi blackout sur la question. Alors il a voulu passer son film sur Canal+ à 23h30. Et bien quand même, l'ambassade d'Ukraine et un groupe de journalistes français qui couvraient soi-disant les événements d'Ukraine ont protesté contre ce film, ont voulu l'interdire. Alors là, Bolloré a tenu le coup, il n'a quand même pas interdit. C'est assez bizarre. 23h30, chaîne à péage, les mecs, ils veulent interdire quand même un truc qui raconte une chose qui, depuis un an, est connue. Il y a des images sur Internet et tout. Mais évidemment, le grand public n'est pas au courant. Et le documentariste peut présenter ça comme un scoop. Parce que j'ai découvert qu'en fait, vous savez, on a dit qu'en Ukraine, c'était des gens très sympas, pro-européens, le rêve, la démocratie, le tout ça. Et moi, j'ai découvert qu'ils ont massacré 50 personnes à Odessa, le 1er mai, ou le 2 mai. Ah là 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 là, c'est bizarre quand même. Ah oui, c'est bizarre, oui.
Et puis en plus, il a mené l'enquête. Il a dit, mais c'est marrant, il y a eu 1500 bonshommes qui ont été amenés par train d'une autre ville, qui étaient tous des extrémistes des partis, ceux qui ont tiré sur les gens sur le Maïdan. Les fameux, la centurie sacrée, comme ils l'appellent dans la propagande de Kiev. Eh ben, celui qui commandait ça, c'est M. Paroubi, celui qui vient d'être venu en France et qui a été reçu par M. de Rogy. Vous vous rendez compte? Et c'est la députée ukrainienne qui était sur place, qui a témoigné sur la chose. Vous avez ça aussi sur Stop Russophobie. Comment elle s'appelle Hein? C'est pas Yulia Tymoshenko. Non, c'est pas Tymoshenko. Non, c'est la députée qui était pilote d'avion, qui a signalé les journalistes russes qui ont été assassinés ensuite là par l'armée ou par les milices ukrainiennes, qui a été retenue en prison en Russie parce qu'elle a été capturée pour assassinat de journalistes justement. Puis elle a été relâchée finalement, échangée. Elle est devenue députée. Elle a été traitée en héroïne en Ukraine. Et puis manque de peau, elle s'est disputée avec Parashenko et les autres, notamment parce qu'elle disait il faut qu'on arrive à s'entendre avec les gens du Donbass, quoi. Et puis ça n'a pas plu du tout. Et donc maintenant elle est en prison. Et juste avant d'être mise en prison, elle a déclaré, elle a dit mais vous savez, ceux qui me mettent en prison, c'est ceux qui ont tué les gens sur la place du Maïdan au moment de février. Ils ont tué et des flics et des manifestants. Et c'est ceux où on avait trouvé que c'était les mêmes balles qui avaient tué tout le monde. On a dit que c'était le président Yanukovych, mais c'était faux. Et notamment, c'est la conversation téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères estonien et la pseudo-ministre des Affaires étrangères anglaise, là, qui était à l'époque pour l'Union européenne, Kate, quelque chose, je ne sais plus comment elle s'appelle. Une anglaise. L'anglaise, oui. À laquelle le ministre des Affaires étrangères estonien disait, vous savez, le problème, c'est que c'est les mêmes balles. Et apparemment, les tirs sont venus de chez nous, de nos amis à nous. Et elle, comme si de rien n'était. Ah, ben, oui, oh là, c'est compliqué. Oui, oh là là. Je crois qu'il y a les Polonais qui ont trompé. Non, les Polonais ont trompé dans l'entraînement et l'armement de ces milices d'extrême droite, mais fascisantes, quoi. Hein, ceux qui sont les néo-nazis, oui. Et Bouzine, elle était assassinée par qui? Bouzina Par... Qui c'est encore une fois, il n'y a pas d'enquête sur ce qui s'est passé sur le Maïdan. Il n'y a pas vraiment d'enquête sur ce qui a été sur l'assassinat de Bouzina. Il n'y a pas d'enquête sur beaucoup d'autres assassinats de journalistes, beaucoup moins bruyants. Hein. Notamment, il y a une fille qui a été assassinée quasiment le même jour que Bouzina, qui enquêtait dans l'ouest de l'Ukraine sur du trafic de bois, de vente de bois, etc. Vous savez... Après, il y a une blague ukrainienne comme ça aussi, maintenant. Alors évidemment, il ne faut pas les raconter parce qu'on risque de se faire arrêter. Il faut faire attention aujourd'hui en Ukraine, hein, quand même. Mais il y a une blague, vous savez, leur mot d'ordre, là, au Kievien, c'est le même mot d'ordre qui était du temps de Bandera. Bandera, c'est celui qui était collaborateur avec les nazis allemands. Il était né, n'oubliez pas, en Autriche, hein. Donc c'est quand même un aspect, donc c'était des germanophones qui ont vu arriver les Allemands, après les monstruosités qu'ont eu le temps de faire les Soviétiques, quand ils ont, après le pacte Ribbentrop, ont pris la Galicie, donc qui avait été occupée par les Polonais avant. Donc tout ça s'explique, si vous voulez. Mais il n'empêche, bon, ils ont choisi quand même de soutenir le nazisme, au point qu'ils ont fait une division qui s'appelait Galicina. Il y avait quand même... en tout, il y avait 300 000 Ukrainiens avec les SS et avec les forces nazies, y compris dans la Gestapo. Et y compris, il y a eu des Ukrainiens qui ont été virés de la Gestapo parce qu'ils étaient trop cruels avec des Polonais et des Juifs. Hein. Faut quand même le faire, hein. C'est pas mal. Hein. Donc voilà. Et donc du temps de Bandera, le mot d'ordre c'était Slava Ukraini, gloire, Geroem Slava, et gloire à nos héros. Alors maintenant, il faut dire ça comme ça. Vous savez, quand on vous demande à des checkpoints ou des choses comme ça, on vous demande Slava Ukraine, il faut que vous répondiez Slava Geroem. Le rail, quoi.
Et alors, l'anecdote, c'est l'homme qui rentre à la maison à la campagne, et il ramène un lièvre de la forêt qu'il a capturé dans son piège, et il dit à sa femme, allez, prépare-nous ce lièvre, enfin on va manger un peu de viande. Elle dit, mais tu veux que je le prépare comment, moi? Il dit, je sais pas, non, je sais pas. Le gaz, il n'y en a plus, c'est les Russes. Alors comme on s'est disputé et qu'on ne veut pas payer, il n'y a plus de gaz. Le bois. Ah ben non, le bois, l'oligarque du coin, il a vendu toute la forêt, il n'y a plus de bois. Alors du charbon. Mais tu rigoles, le charbon, c'est dans le Donbass. On ne le reçoit pas. Alors le bonhomme, il est désespéré. Il prend le lièvre par les oreilles, il ouvre la fenêtre et il jette le lièvre. Et le lièvre tombe, il se retourne et il fait « Slava Ukraine !» Et voilà. Et ça, c'est une blague ukrainienne. Voilà. Heureusement, les gens, c'était du temps soviétique, on s'en tire toujours par des anecdotes, on préfère essayer de rire un peu de situations qui ne sont pas toujours très drôles. Il y a toujours une chose qui est terrible, c'est qu'il y a toujours des cons qui regardent la télévision. C'est aussi un moyen de voir des... Moi, je regarde la télé aussi, forcément. Évidemment. Tandis que les gogos... Mais non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Le seul moyen, c'est la connaissance. C'est, encore une fois... Le nombre de morts exactement. J'ai supprimé la Où? télévision et je suis... À ce jour. Dans le Donbass? Là, Emmanuel Leroy, il aurait répondu mieux que moi, je pense. Mais je crois qu'ils en sont à 12 000. Dans le Donbass. Tous les morts. Ah bah par les tirs, les bombardements, les tirs et les combats quand même. Ouais, ouais. Ah bon? Ah bah elle pourrait répondre. Ah, elle est partie. Je lui donne Nico 3. Citez votre site. Verdun, oui. La langue en Ukraine, est-ce que c'est exactement le russe qui est un peu différent? Non, il y a plusieurs langues en Ukraine. Si vous voulez, la situation, c'est d'à peu près celle de la Belgique. Vous avez, si vous voulez, l'ouest de l'Ukraine parlait plusieurs langues, en fait, mais qui étaient mélangées avec du polonais, alors non, sans compter l'allemand du temps autrichien, où il y avait évidemment l'allemand, mais qui était la langue de la puissance dominante, si vous voulez, mais qui était l'Empire austro-hongrois. Ensuite, ils sont passés sous domination polonaise après le traité de Versailles. Après Ribbentrop-Staline, ils ont été occupés par les soviétiques. Pas très longtemps, puisque il y a eu l'invasion allemande. Comme ils étaient en général encore des Autrichiens, si vous voulez, ou en tout cas de mémoire autrichienne, ils ont accueilli les Allemands avec plaisir. Et là, du coup, ils étaient libérés des Soviétiques qui avaient commencé à collectiviser, à faire toute leur monstruosité, etc. Bon, bref. Donc, du coup, évidemment, il y a des explications au fait qu'ils ont collaboré avec les nazis. Mais si vous voulez, le reste des Ukrainiens, eux aussi, il y a eu d'autres endroits en l'ouest de la Russie ou de la Biélorussie qui ont accueilli les Allemands avec le pain et le sel, comme on dit. Bien évidemment, ça c'est vrai. Alors ça, l'histoire russe d'ailleurs, là-dessus elle est discrète. Hein. Mais il n'empêche que c'est vrai. Mais ce qu'il y a, c'est que les Russes ont très vite compris que malheureusement, ou en tout cas ils l'ont compris, les nazis avaient toute une doctrine raciste vis-à-vis des Slaves. Les Untermenschen. Et donc ils ont commencé à maltraiter les gens et à les massacrer, à les déporter, etc., etc. Et là, ça s'est retourné. Et l'Ukraine de l'Est, qui elle est une Ukraine totalement russophone, qui était en fait la Russie. Jusqu'à ce que Lénine, encore une fois, n'attribue le Donbass, ce qu'on appelle la Novorossiya, c'est-à-dire toute cette espèce de demi-lune, justement, l'attribue à l'Ukraine pour que l'Ukraine soit plus grande, pour qu'elle ait un pôle industriel et minier, pour qu'il y ait du prolétariat,
parce qu'autrement c'est un pays très paysan, et notamment l'ouest de l'Ukraine, donc la Galicie, qui était autrichienne puis polonaise, et où on parlait un russe dialectal, si vous voulez, depuis 2 siècles ou 3 siècles. C'est une autre forme, si vous voulez. Et c'est de ça que les Autrichiens ont commencé à faire l'ukrainien, une langue ukrainienne, qui était flottante, hein, mais qui a existé au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, mais pas avant. Aujourd'hui, vous avez des historiens à Kiev, historiens, à guillemets, hein, qui vous expliquent qu'en fait, les Ukrainiens descendent du peuple oukre. Personne n'a jamais entendu ce que c'est que le peuple oukre. Et qui aurait creusé notamment toute la mer Noire, et alors la terre, ils l'auraient mise pour faire l'Altaï et une partie de l'Himalaya. Il y a des trucs, des délires totaux, mais on enseigne ça aux enfants, enfin, en disant, c'est ces salauds de Russes, de Moskali, qui nous ont créé tous les problèmes. C'est évidemment totalement faux. La réalité des choses, c'est que Kiev était la Russie. C'est d'où la Russie de Kiev, effectivement. Kiev a été détruit par Gengis Khan au XIIIe siècle, 1245, je crois. On voit encore à Kiev l'église où s'étaient réfugiés les Kieviens, qui était pas loin, sur une colline au-dessus du Dniepr, où il y avait les anciennes idoles que Saint Vladimir a précipitées dans le Dniepr quand il a baptisé, ce qu'on dit qu'il a baptisé la Russie. Cet endroit-là, il y a encore les restes de l'église qui a été abattue par les Tatars. Et quand il a massacré, les Tatars, là, ont massacré la population qui avait et dans les steppes et à Kiev. Les gens qui se sont enfuis, ils se sont réfugiés dans les principautés du nord, de Novgorod, de Tver, de Vladimir, Rostov le Grand, pas Rostov sur le Don, et Moscou, qui était une des plus petites principautés à l'époque. Et c'est devenu la Russie des forêts, si vous voulez, où les Tatars étaient moins à l'aise, au moins au début. La steppe, en revanche, elle s'est vidée. Elle n'a commencé à se re-remplir que dans les 2 siècles qui ont suivi. Et c'est là qu'on voit apparaître ce qu'on appelle les zaporoges. Taras Bulba, etc. Vous voyez dans Gogol. C'est-à-dire des Cosaques qui viennent d'un peu partout, de toute nationalité, mais qui sont souvent des serfs qui fuient le servage, des vieux croyants qui ont été victimes des persécutions après Pierre le Grand, des différentes minorités nationales, des bandits en tout genre, faut bien le dire. Et ils vivaient de quoi, ces zaporogues? De rapines sur les Turcs, la régulière, hein. Et puis contre les Polonais. Alors ils se battaient contre les uns, contre les autres, ils se battaient entre eux aussi. Et ça, c'est l'Ukraine. C'est ça, c'est là qu'on a commencé à parler de l'Ukraine, c'est-à-dire celle qui est au bord. Et puis, il y a eu là aussi, bon, je ne vous fais pas toute l'histoire de l'Ukraine, mais vous pouvez la voir. Dans les Sirtes, il y a une histoire de l'Ukraine qui est magnifique par le prince Volkonsky, qui est d'ailleurs un catholique. Il est devenu catholique. Il est devenu catholique. Donc, vous voyez, et même prêtre. Donc voilà, ça, regardez, dans les Sirtes, si ça vous intéresse, l'histoire ukrainienne, lisez ça, c'est magnifique. C'est Vérité sur l'Ukraine. Vérité sur l'Ukraine, ça s'appelle. Voilà. Et c'est un bouquin qui date des années 20. Hein. Il a mis les choses au point, quoi. Il est venu l'année dernière. Le bouquin est venu, oui. Volkonsky, il n'y était plus là. Hein. Donc voilà, si vous voulez, c'était... Voilà une... C'est donc... Alors, ces Cosaques Zaporogues ont quand même cru, mais ils étaient limités en nombre par les Polonais qui ont pris la domination sur eux. D'où les bagarres avec les Polonais. Et c'est là que vous avez eu un chef cosaque qui s'appelait Bogdan Khmelnytsky, qui en 1654 a dit « Nous reconnaissons l'Empire russe et nous nous rallions à la Russie ». Alors ça a une importance aussi, c'est que en 1954, Khrouchtchev, qui était un Ukrainien,
a attribué la Crimée à l'Ukraine pour fêter le tricentenaire du rattachement de l'Ukraine à la Russie. Oui. Oui, moi, ma question, c'est par rapport à la construction de la cathédrale russe à Paris. Oui. Est-ce que le président Poutine a fait construire dans toutes les capitales d'Europe? Non, pas que je sache. Ben, pourquoi Et pourquoi pas? Vous préfériez une mosquée saoudienne? Non, mais quelle raison il a Alors, construit ça à Paris? bon, moi je sais pas, hein, malgré le fait qu'on me dise que je suis agent poutinien et je sais pas quoi, et représentant de Poutine, je sais pas quoi, Poutine il n'en sait rien, ça c'est ça le problème. Mais je peux pas vous dire à la place de Poutine, je peux pas vous répondre. Hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il y avait 3 juridictions orthodoxes russes en France. Il y avait le patriarcat, enfin, il y avait ceux qui étaient dans la juridiction de Constantinople. C'est la rue d'Aru. Il y avait ce qu'on appelait l'église hors frontières, qui était dirigée par un métropolite, Antoine, qui était en Suisse, à Genève, dont faisait partie d'ailleurs l'archevêque Johann de Shanghai et de San Francisco, qui est devenu un saint. Et effectivement, on l'a connu, moi je l'ai connu, hein, quand j'étais enfant, c'était un homme exceptionnel, hein. C'est complètement vrai. Excusez-moi. Bon, alors là, bon. Et il y avait le patriarcat de Moscou, qui donc était considéré comme étant soumis aux bolcheviks. Et où il y avait pas mal de gens qui ont été manipulés par le NKVD, le KGB, etc., notamment pour enlever les généraux Miller et Koutiepov avant-guerre, pour assassiner le fils de Trotsky, Sedov, pour assassiner Ignace Reiss, enfin bon, etc., etc., quoi, hein. Donc il y avait ça, c'était des gens qui étaient des paroissiens de cette tendance du patriarcat de Moscou. En revanche, à Londres, c'était le patriarcat de Moscou qui était le plus influent, avec un métropolite qui s'appelait Antoine, et qui était relativement indépendant. Blum, oui, absolument. Qui était indépendant, et on lui foutait la paix. Bon. Ici aussi, il y avait un métropolite exceptionnel qui s'appelait Euloge, hein, et qui a conservé une relative unité, je dirais, de la communauté russe. Hein. Qui était où? À Daru. Oui. C'est lui, Constantinople, qui après la guerre a voulu se rallier à Moscou, parce que l'idée c'était quand même de se rallier à Moscou, mais qui a été trompé évidemment, hein, par Moscou, par le KGB, et qui du coup n'a pas persévéré, quoi, hein, et donc est resté sur Constantinople. Aujourd'hui, Saint-Serge et Constantinople, c'est Constantinople. Ce qui s'est passé, c'est que là, après la perestroïka, et après moult péripéties, l'église hors frontières de Antoine, celle de Meudon. Vous avez d'ailleurs aujourd'hui un évêque qui est très intéressant à Meudon, oui, qui s'appelle l'archevêque Michel, qui était en fait un copain à moi dans mon enfance. Il est très bien. Si vous voulez avoir des précisions sur l'histoire de l'orthodoxie russe en France, vous aurez tout avec lui. Donc cette obédience-là, qui avait déjà béatifié Nicolas II d'ailleurs, hein, s'est ralliée à Moscou, au patriarcat de Moscou, bien évidemment. Hein. Patriarcat qui a été... comment ? Avec une certaine autonomie. Et avec une autonomie, avec des tas de promesses, des tas qui sont tenues apparemment, hein, parce qu'il a une bonne relation avec le patriarche. Ensuite, en revanche, Constantinople, il y a eu un groupe qui l'a pris en main, Daru, et qui a fait dans l'anti-russe, dans la russophobie. Alors c'est un peu la tendance, je dirais, se trouver, Yeltchaninov, celui qui dit dans la tête de Poutine, vous avez peut-être vu ce bouquin-là. Ce monsieur-là, il est dans la tête de Poutine, il est très fort. Hein. Colosimo. Oui, malheureusement Colosimo aussi. Ouais. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Parce qu'il était au CNL. Donc tout ça,
qui, sous prétexte de faire une orthodoxie française, ne veulent pas, ou enfin, c'est très compliqué. Là, moi, je rentre pas dans ces histoires-là. C'est compliqué. Mais le fait est, Ils sont grecs et russes. La cathédrale vous répond, tous ces gens-là sont des orthodoxes grecs. non, il y a des orthodoxes grecs par ailleurs. Il y a une église grecque. Ça, c'est une église russe. À Daru, vous avez en haut la partie russe et en bas la partie française. Mais depuis très longtemps, hein. Depuis très longtemps. Donc, il n'y a pas à changer ça, si vous voulez. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est quand le patriarche Alexis, qui précédait celui qui est maintenant. Hein. Comment ? Kirill, oui. Le patriarche Kirill, qui est un grand intellectuel qui est venu ici justement pour l'inauguration de l'église de la Trinité. Alexis est venu ici en France. Il voulait notamment raccommoder un peu les choses avec Constantinople, si vous voulez, enfin avec Daru. Ça n'a pas marché. Au point que quand il a été à Sainte-Geneviève-des-Bois, au cimetière russe, et qu'il a voulu aller prier dans la crypte sur la tombe de Loge, justement, du métropolite Loge et du métropolite Vladimir, qui sont enterrés là. La porte avait été fermée, à clé, et tout le monde avait disparu pour ne pas ouvrir la porte. Vous vous rendez compte ? Ben, les patriarches, quand même, c'est pas rien, quoi. Et les chrétiens. Et puis les chrétiens, et puis ils se déplacent de loin. Et donc là, il a demandé effectivement aux autorités russes d'envisager la construction d'une cathédrale, puisqu'il y avait quand même beaucoup de Russes en France, et qu'il fallait avoir une cathédrale, et puisque la rue Daru ne voulait plus jouer le rôle de cathédrale pour les Russes, ou en tout cas pour l'ensemble des Russes, puisqu'elle avait un parti pris politique qui excluait une partie des paroissiens, et les autorités russes ont répondu positivement. C'est un truc qui dure depuis des années, hein, quand même. Hein. Et Poutine a donné les sous pour racheter donc la Météo France, et puis ensuite pour construire l'église. Là-dessus, Delanoë, vous vous souvenez, a rejeté le plan qui a été voté en public, par le public, sur le concours d'architecture, pour des raisons diverses et variées, notamment amicales. Bon, enfin bref, peu importe. Le fait est que maintenant, donc, il y a un deuxième plan qui a été fait, qui lui a été accepté, et maintenant l'église est construite, et elle n'est pas finie, hein, puisque la décoration intérieure est en train d'être faite à Moscou. Le centre culturel, malheureusement, n'a pas été non plus exactement tel que prévu. En l'occurrence, il devait y avoir une école franco-russe, non confessionnelle d'ailleurs, qui devait être dans le bâtiment du fond. Hein. Ça n'a pas été possible parce que, comme il y a eu les tentatives de M. Khodorkovsky de racketter l'État russe de 52 milliards avec la complicité d'un tribunal de commerce suédois, il voulait saisir les bâtiments de l'école et de l'église, et donc il a fallu les classer en bâtiments diplomatiques pour empêcher qu'ils soient saisis et donnés à Khodorkovsky. Donc, il les aurait revendus aux Saoudiens sans doute. Et donc, il a fallu empêcher ça, mais du coup, ça ne pouvait plus devenir une école agréée, si vous voulez, et reconnue, or c'est ce qu'il voulait faire. Donc là, aujourd'hui, si vous voulez, vous avez des locaux avec des porte-manteaux pour les petits-enfants, mais dans lesquels vont des adultes pour suivre les cours de l'Institut Pouchkine, ou bien il y a quand même des mômes qui y vont pour les groupes de théâtre de Drobitch. Mercredi, mon petit-fils, il va là. Voilà, donc voilà, si vous avez des petits-enfants qui veulent aller apprendre le russe, c'est une possibilité. Ils font des cours de russe pour les enfants le mercredi, effectivement. Cours d'adultes, non ? Si, aussi. Là-bas et au centre culturel de la rue Boissière. Parce que du coup, les Russes se retrouvent avec 2 centres culturels. C'est des enfants qui sont d'origine russe. Il y en a un qui est bien triste. La majorité sont des enfants d'origine russe et ils sont bilingues, oui. Mais bon,
pas quand même, pas forcément complètement. Mais il y a des cours journaliers pour les enfants, des diplomates ou des journaliers. Carrément, ils suivent les cours. Donc voilà ce qui peut vous expliquer pourquoi à Paris et pas ailleurs. Mais je crois qu'ailleurs, ils ont aidé à des constructions d'églises aussi. Hein. Et ils ont entretenu aussi des cimetières, notamment, je crois, à Prague et à Belgrade, où il y a beaucoup, notamment, d'immigrés de la première vague, hein. C'est-à-dire ce qu'on appelle la première vague, c'est-à-dire celle qui est partie après la guerre civile. Et les tombes de Sainte-Geneviève-des-Bois. Alors pour Sainte-Geneviève-des-Bois, effectivement, l'entretien a été payé aussi par l'État russe. Il y en a eu pour 700 millions, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de tombes qui avaient été, évidemment, laissées à l'abandon, puisque les descendants n'existaient plus. Est-ce que vous avez entendu parler qu'à Noël dernier, Hidalgo elle avait empêché que l'on installe un grand sapin de Noël devant Notre-Dame, je crois. Et ce serait M. Poutine qui avait envoyé un très grand sapin pour... Oui, c'était offert. En fait, c'était offert par la ville de Moscou. Poutine n'y était pour rien. C'était la ville de Moscou. Mais je vous dis, la russophobie, l'ennui, c'est que Poutine n'est qu'un prétexte. Hein. Comprenez-le bien. Hein. Vous voyez, Orwell explique ça très bien dans 1984, la façon dont on prend... C'est un des procédés de la propagande et de la haine, de personnaliser, si vous voulez. C'est ce qui avait été fait. Hein. Alors Alexandre III aussi, on a voulu débaptiser le pont Alexandre III pour l'appeler pont Simone Veil. La pauvre Simone Veil, sous prétexte que les Russes étaient antisémites. Alors quand vous demandez, et les Juifs russes, ils font quoi alors dans l'histoire? On ne vous répond pas. Et puis alors tout d'un coup, ça dérange absolument pas l'antisémitisme des nazis ukrainiens ou baltes, enfin parce qu'en Lettonie, ils font des défilés quand même des anciens de la Légion balte, qui étaient des SS aussi, hein, quand même. Il y a aujourd'hui des défilés. Hein. On dit rien. On dit rien, non, on ignore. Mais en revanche, effectivement, le sapin a été refusé, oui. Et je vous dis encore une fois, c'est la ville de Moscou qui a offert un grand sapin à la ville de Paris en signe d'amitié pour Noël, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de fan zone, moi je ne m'intéresse pas au foot, hein, il n'y a pas de fan zone pour la Coupe du Monde là, en Russie. Ah si, en Russie, il y en a une. Non, mais il y en a pas sur ici. les monts des Moineaux. Alors il paraît que la préfecture de police n'a pas voulu sécuriser. Mais je ne sais pas si c'est ça autre chose. Non, ils auraient sécurisé si ça s'était passé ailleurs. Ça n'a pas été demandé. Bien sûr. Oui, c'est ça, ils ne voulaient pas. Ils ne veulent pas, voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Le Drian est très russophobe. Ce qui est dommage pour un ministre des Affaires étrangères de la France, parce que nos intérêts, ils sont de jouer les uns et les autres. Hein. Faut pas, à mon avis, faut pas, enfin, les pays ont des intérêts avant tout. Faut pas se faire d'illusions. Si demain les Russes ont d'autres intérêts, ils se conduiront autrement. Regardez par rapport à la Turquie comment ils ont été. Enfin, ils ont joué. Faut dire assez finement, hein. Notamment quand les Turcs ont abattu l'avion russe. Là, vous vous rappelez, le chasseur russe il y a 3 ans. Hein, parce que le fils Erdogan trafiquait le pétrole avec l'État islamique. Bon. Donc les Russes commençaient à bombarder les convois de l'État islamique qui livrait le pétrole. Les Américains, depuis 2011, ils étaient là, ils n'ont jamais touché au convoi qui quand même fournissait le financement de l'État islamique. Hein. Jamais. Bon. Ouais, enfin, j'en sais rien. En tout cas, ils n'ont pas bombardé. Ils n'ont pas bombardé. Et donc là, les Russes ont commencé à bombarder. Les Turcs, ça leur a pas plu, surtout Erdogan et son fiston. Donc ils ont abattu un avion russe, avec d'ailleurs l'accord des Américains, hein, pour montrer aux Russes, bougez pas. Hein. Les Russes se sont vexés et ont boycotté tout achat de fruits, de légumes turcs, qui était quand même très important, d'autant plus que comme il y avait les contre-sanctions et qu'il n'y avait plus rien importé de l'Union européenne, les Turcs se sont précipités sur le marché russe et ont beaucoup vendu, avec les Israéliens, l'Afrique du Sud et l'Asie centrale. Heureusement, l'Asie centrale aussi. Donc, ça faisait un gros perte à gagne. D'autre part, toutes les entreprises qui construisent dans Moscou, et Dieu sait qu'il y a du bâtiment qui se construit à Moscou, étaient des entreprises turques. Toutes les commandes ont été suspendues. Les paiements ont été suspendus.
tout le tourisme russe en Turquie. Ce qui faisait 1 200 000, je crois, un Turc par an, russe qui venait en Turquie, arrêté. Tous les vols, charters, etc., arrêtés. Les hôtels se retrouvaient vides. Ils ont tenu le coup pendant 1 an, là, les Turcs. Et au bout d'1 an, Erdogan s'est excusé. Pas mal. Il ne l'a pas regretté. Il ne l'a pas regretté parce que quand il y a eu le coup d'État en Turquie, Erdogan a reçu un coup de fil en lui disant « T'as intérêt à te barrer et vite fait parce que dans 10 minutes, il y a le commando qui vient pour t'assassiner. » Erdogan est parti. Dans 10 minutes après, il y a le commando qui est venu. Erdogan n'était plus là. Le coup d'État a foiré. Avec quelle complicité ces coups d'État a été fait, ça, je vous laisse le soin. Je ne sais pas si Vox News le dira. Mais enfin, peut-être. En tout cas, depuis, ils sont au mieux avec les Russes. Et les Russes qui se sont vus refuser par nous, via la Bulgarie, de construire le gazoduc pour alimenter le sud de l'Europe, et bien du coup, ils le construisent par la Turquie. Et il va falloir aller chercher notre gaz, enfin pour le sud de l'Europe, en Turquie, au lieu de le recevoir directement par la Bulgarie, la Yougoslavie, la Tchéquie, etc. Parce que la Bulgarie a cédé aux pressions américaines pour refuser les tubes qui étaient déjà débarqués près de Varna, enfin en Bulgarie. Et aujourd'hui, les Bulgares sont retournés voir Poutine en disant vous voulez bien quand même installer le gaz parce que ce serait bien, parce que vous savez ils ont des royalties, hein, tous les pays qui vont passer le gaz. Ils reçoivent, ça tombe tout seul, pouf, 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 simplement parce que les tuyaux sont là. Alors les Bulgares sont allés voir Poutine en disant ben voilà écoutez, oui excusez-nous, c'était juste un petit malentendu, vous voulez pas, il y a un petit malentendu qui a coûté quand même 800 millions de dollars aux Russes, hein. Donc ça va, hein. Et Poutine leur a répondu, c'était juste à Saint-Pétersbourg, juste avant le forum de Saint-Pétersbourg. Il leur a répondu en disant, vous savez, il n'y a plus de grands frères. Fini. Fini. Maintenant, nous, on fait comme tout le monde. Alors, on ne pardonne pas. Si vous voulez nous payer les compensations, on en rediscute. Si vous voulez nous donner les garanties, et que les Américains vous laissent faire, d'accord. Mais il n'y a plus de grands frères, on ne pardonne pas. Les Bulgares n'étaient pas contents. Comment? Bien sûr. Non, ils arrivent en Turquie. Je voulais vous demander là, s'il vous plaît. Oui. La Turquie, membre de l'OTAN, oui. Comment s'est-elle réconciliée subitement avec les Russes, justement là? Ben, je vous l'ai expliqué. Oui, vous venez de l'expliquer. Mais quand même, c'est un membre de l'OTAN, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est un membre de l'OTAN. Il voudrait même acheter des S-400 aux C'est aux un Russes. paradoxe même. Oh, ben, complètement. Mais c'est pour ça que j'étais en train de vous expliquer que les pays, ça agit avec des intérêts, pas avec des amitiés ou avec de l'émotion. Ils agissent avec l'intérêt. Les Russes, aujourd'hui, ont intérêt à s'entendre avec les Turcs pour vendre leur gaz, pour essayer d'arriver à un accord en Syrie, pour arriver à ce que les Turcs arrêtent d'armer et de fournir toute la logistique aux islamistes, pour qu'ils arrêtent aussi de laisser passer tous les terroristes qui viennent d'Asie centrale et du Caucase. Donc voilà l'intérêt des Russes. Aujourd'hui, les Américains, comme ils ont vu qu'en Syrie, apparemment, ça commence à mal tourner pour eux, ils se mettent sur l'Asie centrale. Là encore, on retombe sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, la route de la soie, le heartland de l'Eurasie, etc., qui pour les géopoliticiens américains, notamment M. Brzezinski, qui a repris les vieilles théories anglo-saxonnes et notamment anglaises, sur qui contrôle le heartland, contrôle le monde. Eh bien, aujourd'hui, ils se remettent sur l'Asie centrale, puisqu'ils avaient l'intention de créer un sanctuaire en Syrie, où ils auraient entraîné tout un tas de terroristes d'Asie centrale et du Caucase, qu'ils auraient renvoyés en Russie et en Asie centrale, pour faire des scénarios à l'ukrainienne,
de façon, et puis des attentats en Russie, bien évidemment, comme ils en ont déjà fait, de façon à déstabiliser totalement la Russie et éventuellement y installer un ou des régimes favorables. Parce que ce qu'ils veulent, en fait, c'est morceler la Russie, de façon à faire des tas de petits États très facilement contrôlables. Et malheureusement, il y a toute une 5e colonne en Russie qui se prête à ce jeu-là, peut-être en espérant des avantages, des trucs, des promesses, mais simplement aussi, parce que là, il faut le reconnaître, une des faiblesses des Russes, c'est aussi que leur intelligentsia ou leur semi-intelligentsia des villes a toujours un complexe devant les Occidentaux, en considérant qu'ils seront beaucoup plus intelligents s'ils font comme les Occidentaux, ils seront vénérés et respectés par les Occidentaux s'ils renoncent à leur propre identité, et s'ils font comme eux, et s'ils disent la même chose qu'eux, notamment en méprisant leur propre peuple russe. Ça a été une maladie qui existait déjà sous le tsar. Hein. Malheureusement, il n'y a qu'à voir, une partie de l'intelligence russe a fait ça. Et voilà où ça a mené en 17. Hein. Mais aujourd'hui, ça existe aussi. C'est dramatique, c'est un défaut des Russes, c'est une de leurs faiblesses, connue de leurs adversaires, bien évidemment, mais malheureusement, qui existe, qui est là. Jamais, non, les Français opposants ne méprisent pas le peuple français, jamais. Les Anglais ne méprisent pas le peuple anglais et les Américains ne méprisent pas le peuple américain. Même le Deep State qui couvre Trump d'injures et tout ça, aujourd'hui, même malgré le fait qu'ils considèrent que les rednecks ont élu Trump, ils ne couvrent pas d'injures, ils n'essayent pas de se faire bien voir par les autres en méprisant les Américains. Ça, jamais. Non, jamais. Malheureusement, il y a les Russes qui font ça, et il y a quelquefois des pays sous-développés qui font ça, ou des pays du tiers-monde. Dostoïevski a effectivement soulevé le problème. Vous avez raison. Et j'aime beaucoup Dostoïevski. Donc, oui, stoprussophobie.info, il y a quelques éléments, parce que je n'ai pas eu le temps de tout vous raconter, mais franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de méconnaissances. Hein. Vous pouvez rappeler votre nom parce que Oui. Je m'appelle Dimitri Tkochko. Et donc, si vous tapez ça sur Internet, vous aurez les 3 ou 4 premiers articles depuis 3 ans. Je ne sais pas pourquoi ils sont toujours en haut. Si quelqu'un peut m'expliquer comment GlobeNet fait ça, qui expliquent que je suis un horrible. Merci.